petite vidéo sur les atouts du fait d'être multilingue. On commence à avoir une bonne... Salut tout le monde. On commence à avoir une bonne... Salut. On commence à avoir une bonne idée de... Une bonne idée un peu des avantages que ça apporte. Là, je crois qu'on commence à être pas mal. En tout cas, sur le bilinguisme. On va encore préciser d'autres trucs. J'ai encore d'autres vidéos. Peut-être qu'on va en zapper une certaine partie parce que voilà. Et je regarde juste au niveau des articles. Est-ce qu'on a encore des articles intéressants ? On va voir. On a encore 3 articles à regarder. On a encore potentiellement 5 vidéos sur un peu la définition et de comment ça se passe au niveau du cerveau et tout ça. Voilà. Je pense que la dernière fois, il y a des trucs qu'on ne va pas regarder parce qu'on aura fait le tour de la question déjà. Donc on continue, on avance. Ok, quels sont les atouts d'être multilingue ? Marissa, dis-nous ce que c'est. Vas-y. Aujourd'hui, je vais vous parler des atouts et des avantages d'être bilingue et multilingue, notamment dans le cadre personnel. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne pour être au courant Bien de sûr, toutes les abonnez-vous. vidéos qui sortent et aussi d'activer la cloche de notification. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est quels sont les atouts, les avantages d'être multilingue. Donc c'est parti. Ok. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs points à propos de ce sujet pour vous expliquer différents arguments à propos de cette question. Comme vous le savez, parler plusieurs langues offre de nombreux avantages dans le plan professionnel et scolaire, donc travail et études, et aussi dans le plan social, donc ouverture d'esprit, culture, des nouvelles rencontres, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement dans le plan personnel. Dans la première partie de la vidéo, on va voir les avantages à être multilingue sur le plan personnel. Premièrement, l'avantage le plus évident du multilinguisme est la capacité communicative. Le fait de savoir parler plusieurs langues offre aux personnes la possibilité de vivre des expériences plus riches dans le plan culturel et traditionnel. Deuxième atout, une plus grande flexibilité neurocognitive. En fait, il y a de nombreuses études qui prouvent que les personnes qui parlent plusieurs langues ont des meilleures capacités en termes de tests d'analyse, de créativité et de flexibilité mentale par rapport aux personnes qui parlent une seule langue. Donc en fait, ces personnes obtiennent des meilleurs résultats dans les tests d'analyse, créativité et flexibilité mentale par rapport aux personnes qui du coup parlent une seule langue. Aussi, petite chose à savoir, le fait de basculer régulièrement et très rapidement d'une langue à une autre est une stimulation mentale très intense qui du coup permet aussi le bon développement du cerveau. Exemple, un enfant qui parle plusieurs langues dès très petit aura une aisance beaucoup plus facile à résoudre des problèmes, à lire et à apprendre qu'un enfant qui parle seulement que le fait de parler plusieurs langues a un impact aussi sur le vieillissement. Par exemple, ça on a vu. Démence sénile, question générative. Quatrième atout, le cerveau bilingue multilingue se laisse également moins distraire et l'apprentissage des langues étrangères améliore aussi la créativité. Cinquième atout, on sait également que quelqu'un qui parle une ou plusieurs langues, elle est donc plus à l'aise pour apprendre d'autres langues. Donc il est plus facile pour une personne qui sait déjà parler plusieurs langues pour en apprendre une autre. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Le mythe de parler plusieurs langues est présent dans certains pays. Pour répondre à cette deuxième partie du sujet, je vais vous poser une question. Et pour cette question, le cas, c'est un enfant qui est à l'école primaire ou bien au collège. Donc la question c'est, cet enfant, il parle plusieurs langues. Est-ce que parler plusieurs langues peut lui porter préjudice à l'école ? En fait, je vous cache pas que c'est une question qui a pas mal de fausses idées dessus, des mythes. Le fait de parler plusieurs langues, certaines personnes pensent que ça peut porter préjudice, tels que les parents par exemple, les parents qui viennent migrer dans un nouveau pays notamment, et les professeurs. Donc je vais être plus précise. En fait, un enfant qui parle plusieurs langues, ça ne peut pas lui porter préjudice à l'école. Au contraire, donc c'est faux. Certains professeurs s'inquiètent de l'apprentissage des élèves à l'école, car ces enfants-là parlent plusieurs langues. Donc le fait de parler plusieurs langues à l'école... J'ai envie de dire que le seul préjudice qu'il peut y avoir à parler plusieurs langues, c'est quand la langue autre que vous parlez est considérée par le pays dans lequel vous êtes comme étant une langue, pas par le pays, en tout cas par des gens dans le pays où vous êtes, comme étant une langue, on va dire, moins intéressante, qui montre que vous êtes de tel pays et qu'il y a un ressentiment par rapport à tel pays, etc. Bon, pour faire très simple, souvent en France, enfin souvent, pas faire de généralité, mais en France par exemple, si vous parlez français et arabe, vous êtes bilingue, ça va être moins bien vu que si vous parlez français et anglais ou français et italien. Voilà.
Donc, en fait, d'un point de vue du cerveau, d'un point de vue purement cognitif, il n'y a aucun préjudice, il n'y a aucun désavantage à parler plusieurs langues. Par contre, d'un point de vue social, en fonction de l'autre langue ou des autres langues que vous parlez, là, il peut y avoir, dans certains contextes, à cause de stéréotypes et de représentations, des désavantages au niveau social. Ça, c'est un autre sujet. On va pas aller là-dedans. Peut-être qu'elle va l'aborder. De leur apprentissage à l'école, puisqu'ils parlent beaucoup de langues, parfois ça peut être compliqué, de penser au bon verbe, ne pas mélanger avec l'autre langue, bref, voilà les idées. Un autre cas aussi, il y a beaucoup de parents, quand ils s'installent dans un nouveau pays étranger pour améliorer la condition de vie ou autre, ils ont leur langue maternelle. Et donc, quand ils sont dans un nouveau pays, à la maison, bien sûr, ils parlent la langue du pays, parce qu'au début, ça ne va pas parler la langue du pays actuel. Mais il y a beaucoup de parents, une fois que l'enfant il sait parler la langue du pays dans lequel ils sont installés, les parents ne préfèrent pas, ne veulent pas parler avec eux la langue maternelle afin de ne pas porter préjudice à l'école, pour que les enfants ils puissent apprendre rapidement, ne pas faire confusion et pour pas que ça puisse pénaliser leur apprentissage. Or, c'est une chose qu'il faut totalement pas faire, c'est tout le contraire. On est d'accord. Il y a plein de parents, quelle que soit l'origine. Je prends l'exemple des Espagnols qui habitent, je sais pas moi, en France. Et donc l'enfant il est là, il sait déjà parler le français. Eh bien, il y en a plusieurs, ils ne savent plus parler l'espagnol. C'est un exemple. Il y a plusieurs, ils ne savent plus parler de la langue maternelle. Ouais, genre, ils comprennent, mais pour parler, ils ne parlent pas. Donc, c'est grave quand même. C'est quelque chose de très grave. Ça, ce sont des fausses idées. Et c'est tout le contraire. Le fait de parler plusieurs langues, ça va aller. C'est dommage, en fait. Vraiment, à stimuler leur cerveau. C'est con, en fait, de perdre cet avantage. À apprendre plus vite, à être plus concentré, à faire beaucoup de choses en même temps, etc. etc. On est d'accord. Donc, comment ça s'appelle déjà? Tout cela c'est faux, ces idées-là des professeurs et surtout des parents c'est faux. D'accord Marissa. En plus de ça, comme je vous ai dit, c'est prouvé scientifiquement par des études que parler plusieurs langues c'est bénéfique pour l'enfant. Donc un enfant elle parle anglais, aura une meilleure flexibilité par rapport à un enfant normal entre guillemets. Maintenant, on va passer à la troisième partie de la vidéo. Donc, pour conclure, c'est le résumé. Je vais vous lister les plusieurs points principaux de la vidéo à cette question-là. Premièrement, on développe les facultés cognitives de son cerveau. Fait un résumé, apprendre une langue résultat aux tests verbaux et non verbaux. On fait plus travailler le cerveau et langue permet de ralentir. Enfin, on apprend le cadre du vieillissement. Je ne savais pas. Partage-moi dans les commentaires, quel est ton avis? Et puis, merci. Eh bien, merci pour cette vidéo. Elle est évidemment likée, etc. si vous voulez. C'est une petite chaîne, 1000 abonnés en fait. Ouais, c'est une petite chaîne, 1000 abonnés. En tout cas, cette vidéo, d'un point de vue du contenu, c'est nickel. Hein. C'est carré. D'un point de vue de l'info, on est bien. Ok, donc ça c'est pas mal. Ok. Une autre vidéo. Qu'est-ce que j'ai en stock? Donc les atouts d'être multilingue, on revoit un peu des choses qu'on a vues déjà, hein, je ne veux pas vous mentir. Après on aborde d'autres sujets en même temps, c'est bien, mais... Un polyglotte sommeille en vous. J'ai une vidéo qui s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un polyglotte sommeille en vous. Ah, c'est ce que j'avais ouvert au début. Bon alors c'est un TEDx qui dure 16 minutes. Je vous le dis tout de suite, on va pas la regarder en entier. Mais on va voir l'essentiel. Je pense qu'il y a plein de trucs qui sont... On va voir s'il y a des choses intéressantes. Pardon. Non, je ne comprends rien. Fais une phrase avec plusieurs mots de plusieurs langues. Je regarde si c'est assez fort pour vous. Ouais, normalement c'est bon. Aujourd'hui, je parle 11 langues. Pourtant, ça avait très mal commencé. J'ai passé 1 an et demi à étudier des katakana, des hiragana, des kanji, des formules de politesse. Un et weeb. la seule chose que j'ai su retenir du japonais était Kino ni nani ga arimasu ka? C'est pas une phrase qu'on va utiliser tous les jours. En fait, on m'avait préparé à passer un test. On m'avait pas préparé à parler. Mais j'ai pas jeté l'éponge et j'ai continué. J'ai essayé de continuer à apprendre des langues. J'ai pas abandonné. Mais j'ai envie de vous poser une question. Vous, quelle langue vous voudriez apprendre? Quelle langue vous voudriez apprendre et pourquoi cette langue? Pourquoi vous voulez apprendre une autre langue?
Si je vous demande pourquoi vous voulez apprendre une langue, c'est parce qu'il y a 2 raisons qui nous poussent à apprendre une langue. Ok. La première, c'était le bâton. Et la deuxième, la carotte. Le bâton, c'est celle auquel on a été tous soumis quand on était enfant. Parce que pour apprendre une langue, il a fallu qu'on y soit contraint, parce que sinon on ne pouvait pas communiquer avec notre famille, avec notre entourage. Ok, ok. L'objectif, ça peut être de dire je vais m'expatrier. Ça peut être un quartier d'Istanbul où l'anglais ne sert à rien. Et que parce que je parle un peu de turc, je peux jouer au backgammon avec un pêcheur. Ah, il y a un petit souci de... Je peux jouer au backgammon avec un pêcheur. Il y a un petit souci de PowerPoint, je pense. Non, ça marche. Ça fait pas avancer le public, mais bon. Donc je me retrouve à jouer au backgammon avec un pêcheur turc. Et parce que je parle quelques mots de turc, je parle pas couramment le turc, mais vu que je parle un tout petit peu, il se sent à l'aise avec moi et me propose d'aller pêcher sur la corne d'or du poisson et le manger sur son bateau. Là, quand je me retrouve avec Ahmed sur son bateau, je sais pourquoi je mets tant d'efforts pour apprendre une langue étrangère. Là, on voit le côté avoir des expériences en plus. Une carotte qui nous fait avancer, une carotte qui nous fait envie. La carotte, c'est se faire des cadeaux, tout simplement. Donc, quitte à se faire des cadeaux, autant apprendre une langue simple, n'est-ce pas? Alors, une langue simple, ça n'a pas vraiment de sens en soi, parce que pour un chinois mandarin, apprendre le cantonais, c'est beaucoup plus simple que d'apprendre l'italien. Mais pour nous, français, il y a des langues qui sont plus simples que d'autres. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi? En fait, il y a des familles de langues. Alors, ceux qui le savent, est-ce que vous savez à quelle famille appartient le français? Latine, on pense souvent. Techniquement, on appelle ça les langues romanes, mais en fait, ça, ce ne sont que nos frères et sœurs. À niveau technique, on a des cousins. On a beaucoup de cousins, en fait. Des cousins... On a beaucoup de cousins éloignés. Ça marche pas trop les interactions avec le public dans les TEDx comme ça. Se poser des questions. Nos frères et sœurs sont en bleu. Ça, c'est juste nos frères et sœurs. Mais on a beaucoup de cousins, et en plus, on a des cousins qui aiment beaucoup voyager. Ah oui, l'italien, l'espagnol, le portugais. On peut parler des langues de notre famille un peu partout sur la planète. Alors, c'est des cousins que pour certains on n'a pas vu depuis 7500 ans. Donc quand on n'a pas vu son cousin depuis 7500 ans, on oublie un peu son histoire, mais parfois on se souvient le nom de notre tante, donc la mère, die Mutter en allemand, Madal en persan. Donc il y a des choses qui restent, le père aussi, le frère. Ok, donc là il nous fait de la linguistique. Parce qu'en 7500 ans, l'indo-européen. Mais du coup, intéressons-nous à nos frères et sœurs. Parmi nos frères et sœurs, il y a cette langue. Certains la connaissent peut-être, je vous prie de garder le silence pour que les autres puissent jouer. Est-ce que vous comprenez ce que se dit ce dialogue? Bah, remettez-le. Je vais vous aider peut-être un peu. Merci. Comment tu t'appelles? Mon nom est Adrien. On peut comprendre plus facilement qu'on dit comment tu te nommes. Je me nomme Adrien. Et toi? Merci. Je me nomme Aline. Combien d'années as-tu? Ils ne remontrent pas les bâtards. Mais alors là, vous allez peut-être penser 12 parce que c'est vrai que ça y ressemble. Mais quand je surligne comme ça, peut-être que vous penserez 2. Attendez. J'ai 12 ans. Et toi? J'ai 13 ans. Attends. Et demi, c'est ça? 20 ans. Et que du coup, Alina a 3, 10, 5, 35 ans. Oui, d'accord, ok. Donc, il y en a certains qui ont dû penser « Ouais, mais c'était facile, finalement. » Mais on commence toujours par les choses faciles quand on apprend une langue. Et ceux qui pensent que c'était difficile, vous voyez qu'avec quelques petites informations, en fait, on peut comprendre. Ok, bon, c'est... On peut comprendre, mais ça suffit pas. Parfois, il faut parler aussi. Ah, mais du coup, le principe, c'est... l'éducation, en fait, on a tous des notions dans plusieurs langues, quoi. En portugais et quand c'est des langues proches. Ça se ressemble, non? Il y a des choses qui vont permettre de parler. Ce sont des outils. Certains se rappelleront peut-être des cours de CM1, et quand je leur dirai préfixe et suffixe, mais on peut plus juste appeler ça des outils. C'est une boîte à outils à construire des mots. Ok. Avec ces outils, on peut construire nos propres mots. Par exemple, ici, on a éducation, décliné en plein de langues, en portugais, educação. Si vous deviez dire formation, educação, éducation, formation, formação, vous êtes super. Ah oui, d'accord. De la même façon, on pourrait le faire en espagnol, formation, formati en roumain, en italien. Il y a aussi le mot impossible, mais je vais juste d'abord vous confirmer pour formation. Impossible. Une fois qu'on les maîtrise, qu'on les connaît, on peut créer plein de choses. Même si ça vous semblait un peu incroyable, je suis sûr que vous auriez pu faire ça aussi avec ce mot. Et même si les formes dans les autres langues ne ressemblent pas, ça semble quand même crédible que ça puisse se dire comme ça. Ce que je vous dis, c'est que parfois on invente. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai passé 6 mois là-bas. Et pendant 5 mois, j'ai dit « Ich habe die Impression ». Parce que je voulais dire « j'ai l'impression ». J'ai essayé. J'ai essayé et on m'a compris. Donc pour moi, c'était bon. Mais en tendant bien l'oreille, j'ai vu que les autres ne disaient jamais « Impression ». Donc il devait y avoir un problème. En demandant, j'ai compris qu'on disait Eindruck. Pour un anglais, en fait. Ça peut ne pas ressembler, mais en fait, c'est construit exactement de la même façon. Ein, pression. Oui, voilà, d'accord, ok. Donc, j'avais eu tort, mais on m'avait compris. Mais parce que j'estime ne pas être idiot, je me suis dit, je vais pas faire la même chose. Quand je suis arrivé en Suède, je me suis dit, je vais faire la même chose, je vais reconstruire le mot. Je savais que le préfixe 1 se disait in, et pression, truc,
pour être plus correct. Donc j'ai inventé le mot intruk. Et j'avais raison. Il s'avère que j'avais raison. Donc il ne faut pas avoir peur d'inventer. Il ne faut pas avoir peur d'inventer des mots, parce que c'est comme ça que les langues ont été créées. On a utilisé ces outils, là je vous en ai présenté quelques-uns, mais il y en a des centaines, pour inventer des mots. Ok, merci. Mais là c'est le moment où vous vous dites, il nous a dit qu'il parlait 11 langues, mais en fait il invente tout. C'est un charlatan ce type. Oui, on peut dire ça. Vous êtes en train de vous dire, ces langues il les parle pas couramment. Et c'est vrai, je les parle pas couramment. Mais je les parle. C'est ça le truc. Jusqu'à ce que je ne puisse plus qu'en fait, dire d'autre chose. Polyglotte. Mais si vous pensez ça, je suis sûr que vous êtes français, quand même. Vous êtes français et que vous avez été torturé par Madame Michaud, au CM1, par ses dictées. Qu'elle vous a mis au coin avec un bonnet d'âne parce que vous aviez dit si j'aurais. Que quand votre voisin dit la voiture à Michel, vous lui dites non, la voiture de Michel. On est exigeant entre nous-mêmes. Ouais, parler parfaitement. Du coup, quand on apprend une Être polyglotte, c'est pas parler parfaitement, quoi. C'est ça le truc, c'est que quand vous avez des gens qui parlent 15 langues, ils parlent pas 15 langues parfaitement, quoi. Ce qui fait que quand on a un étranger qui arrive en France, on lui dit en France, on parle français, monsieur. On le reprend quand il fait des erreurs. Et surtout, qu'on vous dise jamais quand vous arrivez en Grèce, c'est là, Milam et les gars. Parce que là, vous aurez bien l'air fin. Donc, il faut. Et surtout, c'est plus facile de parler des langues, d'être polyglotte avec des langues qui sont proches comme ça. Du coup, on est plus facilement polyglotte avec des langues proches de notre langue maternelle, quoi. Pour se lancer. Ok. Il faut se lancer dès le premier jour. Une langue, c'est pas fait pour tout connaître. On va pas se dire, j'apprends le russe et mon objectif c'est de dire Dostoïevski et avant ça, je parle pas. Non, on parle dès le premier jour. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien il faut de mots pour parler une langue? Ah, ça c'est intéressant. Ouais, d'accord, avec un ok. mot, vous pouvez déjà commencer à parler. Vous pouvez dire merci, bonjour selon le mot que vous avez appris, mais vous commencez déjà à parler. Le pire, c'est qu'en général, on vous répond dans la langue et là, vous êtes un peu perdu. Mais peu importe, vous avez commencé. Avec 10 mots, vous pouvez être poli. Bonjour, comment ça va? Merci, je voudrais. Avec 30 mots, on se présente et on demande à l'autre de se présenter. 100 mots suffisent pour avoir une conversation de base. Avec 100 mots, on peut commencer à raconter un peu d'où on vient, où on va, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on fait ici. Mais pour qu'avec 100 mots, on arrive à communiquer, il faut il faut pas chercher ces mots. Parce que si vous faites ça, vous allez tous un peu décrocher. Alors, je suis désolé, en termes de TEDx, on n'est pas sur la meilleure maîtrise de l'exercice. C'est pas facile, hein, mais bon, j'en ai vu des mieux que ça. Faites pas ça aux autres. Épargnez-leur ça. Parlez, vous, bien peut-être, vous savoir si forme, bien, non. Mais vous, dire choses. Dire choses beaucoup. Autre, comprendre, vous, important est. Vous avez tous compris. Je suis désolé. Comme quoi, la grammaire n'est que de l'élégance. J'aurais pu dire ça avec un meilleur vocabulaire aussi. Mais si le message est passé, j'ai gagné. Alors, pour apprendre, il faut pratiquer quand même. Ma technique, c'est l'autostop. Pourquoi le stop? Parce qu'on fait des rencontres. Ok, ça va, d'accord. On retient du métier de l'autre. Il faut saisir toutes les opportunités d'utiliser ces 100 mots qu'on a. Parce que si on les saisit toutes, eh ben on en connaîtra 101. C'est vraiment beaucoup de gens avec qui parler. Plus que des mots. Les mots, c'est une base. Mais this is French with English words. Me, this is really French. Ah, il va parler des accents. Maybe you have the impression that this is English, but for me, this is really French. This is French with English words, but this is not English. Parce que le français aussi, tacatatatata, a une mélodie, tacatacata. Quand je dis quelque chose, tacatatatata, je chante aussi, tatatata. On s'en rend pas compte parce qu'on est dépassé par le sens de ce qu'on dit et de ce que dit l'autre. Mais en fait, quand on parle une langue étrangère avec l'accent que je viens de vous faire en anglais, ben en fait, on est en train de parler avec la mélodie du français. Quand je suis arrivé au Brésil, je connaissais un seul mot, donc j'ai commencé à parler. Obrigado, merci, la minimum des politesses quand on visite un pays. Mais je parlais couramment espagnol, j'avais cet avantage. Du coup, j'ai parlé le portugais comme ça. Moi, je pensais que le portugais du Brésil sonnait un peu comme ça. Du coup, je parlais espagnol comme ça. Si j'avais pas fait ça, ils auraient beaucoup plus de mal à me comprendre. Mais ils m'ont compris. Et à force de le parler, bah, j'ai appris. Ils sont un peu cernés par les hispanos aussi, hein, mais... Et ainsi de suite. Mais ça va plus loin que les mots. Bon, très bien. Il y a un accent aussi dans les gestes. D'accord, super. Bon, les accents, on a l'impression de pas progresser. Allez, la fin du TEDx pour voir. Vous intéressez à lui. Ok. Et du coup, il vous ouvrira les portes de sa culture. Ok, bon, très bien. Ouais, bon, alors, il y a 2-3 petites infos intéressantes, mais bon, c'était pas... là, on n'est pas trop sur le sujet. Je peux pas prendre toutes les infos, enfin, prendre que des vidéos parfaites, hein. Écoutez, surtout, je les vois pas avant, donc je découvre en même temps que vous. Alors, cette vidéo est... Alors, peut-on vraiment être bilingue? Une vidéo de Linguisticae, on va voir. On va enlever
l'intro et on est parti. S'intéresser à la linguistique d'une manière générale, vous connaissez la question à ne pas poser aux linguistes. Ouais, mais du coup, excuse-moi, mais tu parles combien de langues ? Il y en a marre, on arrête avec cette question, on s'en bat les couilles. Alors généralement, pour troller, je réponds soit que j'en parle qu'une seule, soit que j'en parle 6. Le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le russe et le khmer. Bien évidemment, aucun des deux cas n'est vrai. Enfin, pas vraiment. Alors pourquoi cette question nous agace tellement ? En réalité, elle sous-entend tout un tas de trucs dont certains nous mettent mal à l'aise. Si on est linguiste, c'est qu'on s'intéresse à toutes les langues. Alors c'est pas faux en soi, mais il faut plus nous voir comme des touche-à-tout que des experts dans un truc qu'on maîtriserait de A à Z. Parce que malgré tout, on est humain, et très peu de gens ont les capacités cognitives, ou même juste le temps, l'énergie et l'intérêt, d'étudier 12 langues dans l'objectif de toutes les maîtriser. C'est pas impossible, mais c'est pas capacité cognitive aussi. Et puis apprendre des langues, ce n'est pas en être expert, ni même être capable d'en expliquer vraiment la grammaire. C'est un peu comme savoir faire du vélo, mais de là expliquer le mouvement cinétique. Et du coup, Kaliad, est-ce que tu es en train de dire que vous commencez les choses et que vous n'allez pas jusqu'au bout ? Que c'est ça le travail de linguiste ? Un travail inachevé, inaccompli, pas à la hauteur. Alors, voyons plutôt ça sous un autre angle et laissez-moi surenchérir avec cette question. Est-ce que la maîtrise d'une langue est vraiment un objectif qu'on se doit d'avoir à chaque fois qu'on met son nez dans une langue ? Champ lexical de l'anatomie du visage, t'as capté. Est-ce qu'on peut pas juste s'intéresser à quelque chose pour en savoir un petit peu plus que rien du tout, sans objectif de rendement et par pure curiosité intellectuelle ? Alors, c'est une étude tellement vaste qu'une seule langue a une infinité de puzzles à résoudre à l'intérieur d'elle-même. Oui mais bon, je suis d'accord, mais c'est quand même une question de logique. J'ai de toute façon le sentiment qu'un linguiste monolingue, ça reste très rare, et que c'est quand même un manque de ne pas au moins comprendre plusieurs langues. Alors ça dépend des domaines d'études, évidemment, mais parler peu de langues, ça limite aussi possiblement sa propre capacité à comparer des langues entre elles. Mais en fait, je fais une parenthèse là, mais on peut aussi se dire que parler plein de langues qui seraient très proches, ce n'est peut-être pas non plus la panacée. Vaut mieux sûrement en parler finalement assez peu, mais des relativement différents. Toujours dans l'optique d'atteindre le maximum de connaissances diverses en vue de faire des comparaisons. Mais bon, oui, ça dépend de ce qu'on étudie de toute façon, d'accord, ok. Bon. Et ça dépend aussi de ce qu'on entend par être monolingue ou bilingue. Et ça, ma foi, c'est pas une question facile. C'est ça qui est intéressant. Du coup, on a commencé à réfléchir un petit peu sur cette injonction à être en mesure de prouver qu'on a un bête de niveau dans une langue avant d'avoir l'honneur de pouvoir s'autoproclamer bilingue. Bilingue ou pluriel. C'est ça qui nous intéresse. Que tout ce que je raconte ici sur le bilinguisme s'applique aussi grosso modo quand il y a plus de 2 langues en jeu. Comme vous l'avez compris juste avant, donc, quand on parle de bilinguisme, sans contexte, comme ça, on a souvent en tête quelqu'un qui maîtrise parfaitement de langues, tant à l'oral qu'à l'écrit, à la fois en compréhension et en production. Autrement dit, un ou une bilingue en serait presque à maîtriser son autre langue aussi bien que sa langue maternelle, presque, parce que les gens sont quand même un minimum tolérants à une certaine marge d'erreur. Là, il va plutôt s'agir d'un bilinguisme actif. On produit les énoncés dans la langue seconde avec quasiment autant d'aisance qu'on en traite l'information en réception. Or, dans les faits, on maîtrise souvent mieux une autre langue en compréhension qu'en production. Ça se passe typiquement mieux sur les exercices de lecture plutôt que de production orale ou écrite. Il peut même arriver qu'on comprenne plutôt bien une langue quand on la lit ou quand on nous la parle, mais qu'on soit incapable de formuler une vraie phrase construite dans cette langue. Ça peut être le cas par exemple de locuteurs ou locutrices qui ont grandi avec des parents, des grands-parents qui parlent une langue d'immigration ou un patois local à la maison, mais qu'on n'a jamais forcé à répondre dans cette langue, et donc, a fortiori, à la pratiquer. Ces personnes comprennent alors la langue familiale ou communautaire, mais réagissent typiquement en français. On va alors parler de bilinguisme passif. Certains textes parlent aussi de bilinguisme réceptif ou récessif. C'est typiquement le cas des langues régionales en France où la transmission a été brisée entre les générations et où désormais les gens disent qu'ils ne les parlent plus, alors qu'en réalité certains les comprennent très bien. C'est le cas. Justement, moi c'est un peu ce que je parlais luxembourgeois quand j'étais petit, pour revenir à cet exemple du début de live, je parlais luxembourgeois quand j'étais petit, ne pratiquant plus en arrivant en France et pas à la maison, etc., parce que mon père est luxembourgeois, j'ai complètement perdu. En plus après j'ai mélangé avec l'allemand, le français, j'ai jamais appris à l'écrire en plus, parce que je suis parti avant les niveaux où on commence à apprendre à l'écrire à l'école, et du coup j'ai pas fixé le truc en plus à l'écrit, donc je comprends à peu près, je comprends pas tout, mais parce que ça fait longtemps, et je comprends à peu près des trucs quand on parle luxembourgeois, en tout cas des phrases simples et tout, il n'y a aucun problème, je comprends, mais je suis incapable de parler. Même des phrases simples, je sais même plus comment on met les accents, et en plus quand je le vois écrit, j'ai jamais appris la correspondance graphème-phonème, donc son et manière d'écrire, en sachant qu'il y a plein de diphtongues, plein de trucs un peu voilà, des trucs de voyelles, etc., un peu compliqués à retranscrire, et donc je suis incapable. Et donc ça, c'est effectivement, je suis dans le multilinguisme passif pour cette langue-là. Nico, je parle pas breton, mais je le comprends. Et remplacer ici breton par n'importe quelle autre langue locale où vous avez grandi. Dans ce cas-ci, il y a assez peu de chances qu'on remette en cause l'identité de ces personnes-là comme étant bilingues. Pourtant, cette langue minoritaire, elle ne la parle pas. Si mamie te raconte les potins du quartier en swahili tout en cuisinant, qu'elle fait une parenthèse pour te demander de lui passer telle épice, que ses blagues te font sourire et que tu lui passes l'épice en question, mais que tu lui réponds « Oh quand même, mamie, t'exagères » en français parce que tu sais pas le dire en swahili, c'est quand même un peu dissonant d'affirmer que t'es monolingue français. Le bilinguisme passif est donc bel et bien un type de bilinguisme. Il existe et il est même fréquent, même s'il s'accompagne souvent d'un sentiment de honte plus ou moins marqué. C'est ce qu'on appelle la vergogne. C'est un mot occitan qui désigne la honte de parler sa langue régionale de peur d'être jugé, réprimandé, voire humilié, notamment dans un contexte scolaire. Cette honte, elle vient aussi d'un sentiment d'exclusion d'une communauté linguistique à laquelle on ne peut jamais tout à fait s'identifier, y compris dans sa propre famille. En effet, si on parle pas une langue, comment est-ce qu'on peut affirmer qu'on fait partie de cette communauté ? Ce sentiment est dû au fait que, on peut pas le nier, la notion de bilinguisme est malgré tout basée sur une échelle de compétences linguistiques. Et dans ce cas précis, l'acquisition langagière n'a été encouragée que sur le plan réceptif, tandis que le plan productif est resté sur la touche. Je voudrais vous parler d'un autre concept très étudié en linguistique, en particulier lié au bilinguisme, au plurilinguisme et à l'acquisition du langage. Il s'agit du code switching, également appelé alternance
codique dans la littérature francophone, c'est le fait de, comme son nom l'indique, alterner tour à tour entre deux codes. En l'occurrence, les codes. Ça, je l'ai noté quelque part. If I start speaking like this and then suddenly je bascule là-dessus, c'est du code switching. Même chose, if I switch languages en plein milieu de la phrase, vous avez compris l'idée. De prime abord, quand on n'a pas encore trop mis le nez dedans, le code switching peut être perçu comme une manifestation je rallume une lumière. des vilains. Je suis là. Un mot sur le bout de la langue qu'on n'arrive pas à retrouver en farfouillant dans les tiroirs de notre lexique mental. Donc on balance son équivalent dans une autre langue parce qu'après tout, Osef a compris ce que je voulais dire et c'est surtout le contenu et non la forme du message qui importe à l'instant T. En fait, ça, c'est même pas du code switching pour les linguistes, c'est un emprunt. Et on a souvent tendance à confondre les deux. Historiquement, le code switching a mauvaise réputation. On aura par exemple entendu parler de médecins qui déconseillaient à des couples mixtes de mélanger les langues devant leurs enfants, sous peine de pathologiser leur acquisition du langage et de compromettre leur les médecins quoi. Un bilingue n'est pas l'addition de deux moitiés de monolingue dans un même corps, c'est beaucoup plus complexe que ça. Faut vraiment finir avec cette idée, qui est vraiment, quand on y réfléchit, turbo-teubé. Avoir plusieurs langues en soi ne fait pas qu'on parle n'importe quelle langue, à n'importe quel moment, avec n'importe qui. Oui bonjour, je viens pour Papyrus, vous pouvez aiutare? J'ai rien compris monsieur, parlez français. Oui, enfin bon désolé, moi j'ai pris latin en 5ème, donc bon bah vous voyez bien, civis pacem parabellum, ne le fais pas toi. Sécurité? En fait, les études prouvent même que le code switching n'est pas une béquille servant à pallier une mauvaise maîtrise de la langue initiale de l'énoncé. Au contraire, les alternances surviennent surtout lors de conversations entre locuteurs et locutrices qui maîtrisent assez bien les deux codes. Le phénomène dépend donc énormément du contexte d'énonciation, de quoi on parle, comment on en parle et avec qui on en parle. Bah voilà, c'est ce que je disais, merci. Ok, Par exemple, différencier sur les réseaux un même franglais ultra fluide d'un même où le switch est un peu bancal syntaxiquement parce que les deux codes sont pas tout à fait alignés. My face when my grand-mère m'a tricoté un pull and I love her too much tout à l'heure que c'est pas trop mon style. Ne voit pas accessoire, but the rest of your space is merde. Alors bon, le code switching a été très vastement étudié par la communauté scientifique et là j'ai fait qu'effleurer le sujet. Le code switching, ça mériterait bien sa propre vidéo, n'est-ce pas? Wing wing. Mais j'espère avoir au moins piqué votre curiosité avec cette section et revenons à nos moutons. Au final, ça veut dire quoi être bilingue? Est-ce qu'il faut maîtriser les deux langues à 100% et à égalité pour pouvoir s'approprier ces dénominations? Maîtrisez-vous le français à 100% d'ailleurs? Pas certain. Et pourtant, vous êtes bien un locuteur natif avec un instinct sur ce qui est grammatical versus ce qui ne l'est pas, même si vous savez pas l'expliquer en ces termes précis. J'ai grandi de façon monolingue et pourtant aujourd'hui je me dis bilingue anglais-français. Plutôt fièrement en plus, on va pas se mentir. On reviendra sur cette histoire de prestige en fonction des langues et de pourquoi c'est la classe d'en maîtriser certaines alors que d'autres osaient des apprendre et des transmettre à ses enfants par exemple, c'est prévu tout à fait très bientôt même, peut-être même qu'au moment où cette vidéo sera diffusée, le sujet de certains énoncés, c'est-à-dire répondre du tac au tac à la question est-ce que ça pourrait se dire ou pas, et avoir un feeling qui s'avère généralement exact. Ou alors un instinct sur l'endroit où placer l'accent tonique dans un mot que j'avais jamais rencontré auparavant. Mais est-ce qu'une prononciation difficilement différenciable de celle d'un locuteur natif est l'apogée de l'apprentissage d'une langue? Est-ce qu'on peut pas être bilingue tout en ayant un accent de merde après tout? Il y a quelques années, j'avais un pote canadien francophone avec un niveau de ouf en anglais, et je me rappellerai toujours comme le bilingue avec l'accent anglais le plus éclaté qui m'ait été donné de rencontrer. Il en avait strictement rien à foutre de sonner étranger par la prononciation, mais aucunement par la grammaire. Il était bilingue, c'est tout, et il m'a remis les idées en perspective. Et puis, nos capacités dans une langue dépendent du contexte et pour quel but on les a apprises ou on les utilise. J'ai étudié en allemand, j'ai vécu en Autriche, je suis plutôt à l'aise pour lire des bouquins de linguistique dans cette langue, donc l'allemand, et pourtant je perds mes moyens à la boulangerie. Mais oui, parce qu'on m'a pas appris les petites phrases de la boulangerie à l'école et puis on les apprend pas dans les bouquins à l'université non plus. Alors qu'en italien, la langue que j'ai apprise sur le tas, à l'arrache, à l'oral, et je suis au contraire super à l'aise dans les interactions du quotidien, appeler pour réserver un restaurant, ce genre de choses. Mais je suis démuni face à un texte parce qu'en fait je n'ai jamais appris l'italien à l'écrit. Nos capacités linguistiques ne sont donc jamais totales, une langue c'est plein de pans différents, des niveaux de langue ou des lexiques spécialisés, les niveaux de langue en fait uniforme, même dans notre propre langue maternelle. Cette conclusion vous laisse probablement avec plus de questions que vous n'en aviez à la base, et j'ai envie de vous dire c'était le but en fait. De vous faire vous questionner sur une notion qui semble être triviale et aller du sens commun. Et c'est un peu toute la vibe mindfuck de la linguistique en fait. Le bi ou plurilinguisme va en réalité au-delà des questions de performance. Il y intègre une notion identitaire. Est-ce que l'autre ou les autres langues de votre répertoire font partie intégrante de qui vous êtes aujourd'hui en tant qu'individu? Et en tant qu'individu qui fait communauté avec d'autres locuteurs? Si vous avez répondu oui, c'est que cette langue autre vous définit au moins en partie, même si vous ne la maîtrisez pas pleinement. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est qu'il faut sortir de cette idée de perfection quant au niveau que l'on aurait ou non en langue étrangère. Le but premier sera toujours de comprendre et d'être compris au quotidien, et c'est ça finalement le critère le plus objectif. Voilà, si t'as bien aimé la vidéo, abonne-toi, like, partage, boutique, lien, commentaire, référencement, tout ça. Et si le bouquin est sorti au moment où je sors cette vidéo, n'hésitez pas. Ok, comprendre et être compris au quotidien, c'est le plus important. On est d'accord pour... On est d'accord. Je note les trucs n'importe comment. Alors, très bien. Bon, on avance. Je pense que là, on commence à y voir un peu plus clair. Est-ce que cette vidéo elle va être utile? Les avantages et inconvénients du bilinguisme, je suis pas sûr. Je sais pas de qui c'était d'ailleurs. Ok. Plus grande dans la planification et la motivation pour la langue sera... Ouais, bon, ça m'a pas l'air très intéressant, puis en plus c'est vraiment enfant, donc je pense qu'on a fait suffisamment le tour du sujet pour pas aller regarder ça. Alors on va peut-être regarder encore quelques petits articles, et puis ensuite on va passer à la pratique. En gros, comment est-ce qu'on fait pour apprendre des langues? Comment est-ce que ça se passe? Parce que bon, c'est gentil tout ça, mais bon, en attendant, on a envie de savoir comment on apprend des langues, quoi. Alors, comment est-ce que le multilinguisme façonne le cerveau? Hop là, pardon. Je crois que j'ai fait une petite erreur de copier-coller, voilà. Alors... en fait, je pense que là-dessus, on a déjà tout vu. Alors, je regarde vite fait s'il y a des infos en plus, hein. Je vous dis ça. Je joue un petit peu, mais
Alors, le cerveau multilingue fonctionne très différemment du cerveau monolingue standard. Les personnes qui parlent plus d'une langue ou d'un dialecte, ou plus d'une langue ou d'un dialecte ont des architectures linguistiques, cognitives et neuronales différentes de celles des personnes qui ne parlent qu'une seule langue. Étudier l'esprit de manière abstraite, comme si c'était monolingue, une seule langue, un seul esprit, est une occasion manquée et nous donne une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'esprit. Ah, il y a 5 types de fonctionnement. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc encore là? On va voir. Les personnes multilingues peuvent avoir des personnalités différentes selon la langue qu'elles parlent. Ah, ça, c'est intéressant. Elle fait quoi cette... Ok. Ah, on l'a déjà vu en fait. Viorica Marian, professeur à la Northwestern University de l'Illinois. Les personnes multilingues peuvent avoir des personnalités différentes selon la langue parlée. Les personnes qui parlent couramment plus d'une langue décrivent souvent qu'elles se sentent différemment dans chacune d'entre elles, car des aspects distincts de leur personnalité ressortent plus fortement en fonction de la langue utilisée. Alors ça, c'est quand même intéressant. Alors, on peut se sentir différent en termes de personnalité selon la langue dans laquelle on s'exprime. Et donc ça, alors attendez, parce que je vais noter, ça c'est intéressant. 5 types de fonctionnement. 5 types de fonctionnement des multilingues. C'est une chercheuse, donc j'imagine que tout ça c'est un peu backé par la science, mais on va regarder ça tranquillement. Alors, donc là il parle effectivement des 5 grands traits de la personnalité, le Big Five: ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et névrosisme. Et les personnes multilingues obtiennent des résultats souvent différents dans leur langue maternelle et dans la seconde langue. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Pour Viorica, ça vous voyez, c'est un truc. À chaque fois je regarde là parce qu'en fait je regarde OBS, mais c'est la caméra là. C'est un truc intéressant parce que ça c'est un truc que en y repensant, je me dis qu'effectivement c'est assez juste. Alors je parle beaucoup, quand j'étais ado, jeune adulte, j'étais parfaitement bilingue en allemand, enfin parfaitement. Je parlais vraiment couramment allemand. J'ai beaucoup perdu parce que j'entretiens pas du tout mon allemand. Mais c'est vrai que je me sentais aussi différent quand je parlais en allemand par rapport au français. Et aujourd'hui, en anglais, j'ai pas de problème. Donc c'est plutôt l'anglais, on va dire ma deuxième langue courante. Et en anglais, effectivement, c'est pas les mêmes sensations quand tu parles anglais, quoi. Pas tout à fait. Sans qu'il y a pas la même manière de faire de l'humour, pas la même manière d'interagir, parce que t'as pas le même vocabulaire à disposition, donc et pas les mêmes registres de langue, donc tu vas switcher d'un truc à l'autre différemment. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ça. Donc Solamès c'est directement traduit par sa capacité d'écrire son livre. Ok, l'auteur qui a grandi en Moldavie, en parlant roumain et russe, a déclaré qu'elle ne pouvait pas imaginer écrire le pouvoir des langues dans une autre langue que l'anglais, qu'elle a appris à l'école. Écrire en anglais me libère des contraintes imposées par les rôles de genre, associés à ma langue maternelle, qui me permet d'être penseuse, écrivaine et scientifique que les femmes... Ah oui, parce qu'après il y a tout ça aussi. C'est la manière dont on dénomme les choses, les genres aussi qui sont utilisés, masculin, féminin, machin, tout ça, ça joue forcément un rôle aussi. Et notamment, je pense quand on est une femme, parce qu'il y a forcément des aspects aussi qui jouent beaucoup plus là. Il y a un aspect professionnel à ça, bien sûr. Là, c'est ce qu'on avait dans la vidéo précédente de Linguisticae, c'est que on n'a pas le même vocabulaire. Elle a fait ses études en anglais sur la linguistique, donc le vocabulaire à la linguistique, elle l'a d'abord en anglais, elle l'a pas j'allais dire en moldave, mais est-ce que je sais jamais si c'est roumain et russe, voilà. Elle l'a pas forcément en roumain ou en russe, quoi. Ah ben voilà, trop fort, on anticipe. Il y a un aspect professionnel à ça, bien sûr. Je n'ai pas le vocabulaire pour parler de neurosciences et de sciences cognitives en roumain et en russe. Mais il y a aussi ce lien personnel où la langue sert de véhicule à la culture. En culture roumaine et à la culture du sud-est de l'Europe en général, encore du chemin à faire en ce qui concerne les représentations des femmes dans les sciences. Le cerveau multilingue traite toutes les langues partout et tout le temps. Quand on est multilingue, attendez.
Alors, on croyait autrefois que les différentes langues étaient stockées dans des parties différentes du cerveau et que chacune d'entre elles était activée lorsqu'elle était activement utilisée. Mais les recherches ont montré que cette théorie est erronée. Son multilingue traite en fait toutes les langues en parallèle en les co-activant en permanence. Donc quand on est multilingue, on co-active toutes les langues en parallèle dans le cerveau en permanence. Après, il me semblait, alors justement peut-être que moi, ce que je connais sur le sujet est daté, parce que c'est pas mon sujet de prédilection du tout, et j'avais lu des trucs là-dessus, mais genre il y a 15 ans. C'est un réseau qui se situe dans toutes les zones du cerveau. Bah oui, tous les réseaux sémantiques qui sont aussi dans d'autres parties du cerveau. Ouais. C'est pourquoi le cerveau bilingue possède davantage de voix reliant les différents mots, concepts et souvenirs des différentes langues. En pratique, ça signifie qu'un bilingue français-anglais verra plus de similitudes entre des mots sans rapport entre eux, comme clou, cloud en anglais, ou clou, C-L-U-E en anglais, en nuage par exemple, qu'une personne uniquement anglophone. Bah oui. Cela signifie, c'est tout l'autre côté lié à la créativité. Cela signifie également que si une partie du cerveau est endommagée, une langue peut être plus touchée qu'une autre. Si vous endommagez une partie du cerveau, tout comme si vous retirez un musicien de l'orchestre, certains morceaux de musique seront plus affectés que d'autres. Un morceau qui dépend davantage du violon sera plus affecté par l'absence de violoniste qu'un morceau qui en dépend moins. Alors, donc, il n'y a pas des zones différentes, mais quand même. Oui, donc en fait, ça rejoint bien ce que je sais, quoi. Étage de créativité, ça on l'a vu déjà tout à l'heure. Ok, troisième point sur 5. Les personnes multilingues sont plus créatives ou une personne plus divergente que les personnes monolingues. Alors la divergence en créativité, c'est la pensée divergente, c'est la capacité à générer plus d'idées. Et la convergence, c'est la capacité à sélectionner les idées. Et dans le processus créatif, vous avez les deux. D'abord, pour avoir des idées créatives, il faut diverger un max. Et ensuite, il faut bien converger et faire l'un après l'autre. Donc les personnes multilingues sont plus créatives et ont une pensée plus divergente que les personnes monolingues. Donc multilingue, plus de pensée divergente et donc de créativité. Bon là jusque-là, en fait, là ça nous dit rien de plus. Hein. Ça nous dit rien de plus, mais ok. Ok. Alors. Mais ne vous attendez pas à des miracles. L'apprentissage d'une autre langue pourrait même vous rendre plus créatif, mais ne vous attendez pas à des miracles. Si l'apprentissage d'une autre langue ne fera pas passer votre créativité de 0 à 100, il peut contribuer, cet apprentissage, à la faire passer, cette créativité, de 0 à un peu, de un peu à plus, et peut vous donner un avantage supplémentaire dont vous avez besoin si vous exercez déjà une profession créative. Ok. Donc si vous êtes un peu plus créatif, apprendre d'autres langues, ça peut être intéressant. Surtout sans doute peut-être des langues aussi plus différentes de votre langue maternelle. C'est-à-dire si vous êtes français, francophone, peut-être pas l'espagnol ou l'italien, peut-être plus, genre je sais pas, l'arabe, le russe, le japonais. Bon. Les souvenirs sont stockés, rappelés différemment dans un esprit bilingue et multilingue. Ah ouais, les souvenirs... Ah, il y a des trucs intéressants quand même hein, dans cet article. Sont stockés et rappelés différemment dans un esprit multilingue. C'est-à-dire, plus facilement accessibles sont rappelés dans la même langue. Ouais, ça, c'est normal. Ça, en fait, vous avez un truc avec la mémoire, c'est que si vous apprenez quelque chose dans un contexte, vous en rappellerez mieux dans un autre, dans le même contexte. Si vous apprenez des trucs pour un examen dans la salle où vous allez avoir l'examen, vous allez mieux vous en rappeler au moment de l'examen. Si vous apprenez un truc quand vous êtes en train de faire de la plongée sous l'eau, vous allez plus facilement vous en rappeler si vous devez vous en rappeler en faisant de la plongée sous l'eau que dans un autre contexte. Ça, c'est un truc en général, c'est vrai. Donc, c'est pas déconnant que quand vous apprenez un truc dans une langue, vous vivez une expérience dans une langue, c'est soit plus facile de vous en rappeler dans la même langue. Si un bilingue mandarin-anglais vous raconte l'histoire de sa vie en anglais, il se concentrera probablement plus probablement sur les choses qui sont arrivées en anglais. En revanche, s'il parle mandarin, c'est l'inverse qui se produira. Différents réseaux neuronaux sont activés d'une langue à l'autre et cette activation entraîne l'apparition de différents souvenirs.
La langue se transforme en quelque sorte parce qu'elle est tellement liée à la culture, à la mémoire et aux expériences personnelles. Ouais, normal, on apprend une langue aussi avec le contexte. Après, on en fait l'extraction sémantique pour détacher les mots, le vocabulaire du contexte dans lequel on l'a appris, pour créer des concepts, etc. Mais bon, à la base, il y a quand même toute une partie des trucs qu'on apprend en contexte. Ce phénomène s'observe également dans le monde universitaire. Si un bilingue espagnol-anglais est testé en anglais sur quelque chose qu'il a appris en espagnol, ses résultats seront moins bons si la langue d'apprentissage correspond à la langue du test. L'utilisation d'une langue non utilisée depuis un certain temps peut même faire ressurgir des souvenirs que l'on croirait oubliés. Apprendre une autre langue peut aider le cerveau à mieux vieillir. Bon, ça, bon, ok, d'accord. Ça, je pense qu'on a compris. Hein. Donc, si vous êtes un peu... Si vous êtes un peu plus âgé, ça peut quand même être intéressant. Parler différentes langues, ok, simulation. Ça pour moi c'est pas un... Enfin c'est que, en fait, la stimulation c'est genre, en fait, parler plusieurs langues et apprendre plusieurs langues stimule fortement, on va dire ça comme ça, stimule fortement le cerveau. Mais c'est comme tout en fait, les jeux vidéo peuvent vous aider à mieux vieillir parce que ça vous stimule. Le fait d'apprendre de nouvelles choses, de suivre des cours peut stimuler votre cerveau et vous aider à mieux vieillir. Enfin, ça marche pour tout en fait. Ok, et c'était quand même intéressant cet article. Je pensais pas, en me lançant dedans, je me suis dit on va aller vite fait bien fait, ça va pas être ouf. Et en fait, ok. Bon, là, j'ai un autre article sur le multilinguisme protège le cerveau du vieillissement. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Je crois qu'on a compris un petit peu l'idée. Une mine d'or. Alors, attendez. Alors, il y a quand même... Là, je vois un truc. Nous avons une chance incroyable en retrouvant des résultats d'un test d'intelligence mené sur un large groupe d'enfants écossais âgés de 11 ans à 47. À cette époque en Écosse, la population d'une même ville présentait très peu de diversité. Les enfants avaient des origines et des environnements très similaires. Partant du principe que les capacités cognitives mesurées dans l'enfance sont un bon élément pour modéliser leur évolution au fil du temps, Thomas Bach s'est mis en quête, 60 ans plus tard, des 1091 personnes qui avaient appris part à cette évolution psychocognitive. Ok. C'est quoi le rapport avec les langues là? Alors, voilà, le chercheur a alors constaté que les 262 personnes qui avaient appris au moins une langue dans leur vie présentaient des résultats meilleurs que ceux attendus. Les fonctions cognitives étaient également supérieures à celles des monolingues, même en tenant compte des capacités de chacun à 11 ans. Les effets positifs les plus importants se retrouvent dans la capacité de lecture, le langage, l'intelligence générale, la mémoire étant améliorée dans une moindre mesure. Ça prouve que le bilinguisme est bénéfique même si on n'est pas né dans une famille bilingue. Alors ça, ouais, ça peu importe, il n'est jamais trop tard pour apprendre une langue. Les mécanismes biologiques responsables des effets positifs du bilinguisme ne sont pas encore précisément connus. Manipuler plusieurs langues sollicite des régions frontales du cerveau, ça on a vu, et stimuler ces zones tout au long de la vie pour aider à lutter contre le vieillissement. Merci, puisque effectivement dans l'Alzheimer, il y a aussi un problème de... Enfin, je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est aussi beaucoup lié aux zones frontales. Donc, ok. Bon, ok, très bien. Et dernier article qui est affublé, me semble-t-il, de mémoire d'une vidéo. On va regarder ça. Tac. Bien sûr, un article de Science et Vie. Let's go. Les notifications, j'en veux pas. Alors, on a encore ça. Et après, on va passer à la pratique. Hein. Ah, puis on a la vidéo qui va avec. Attendez. C'est le même gars. Un exemple un peu ouf. Et après, on passera, je pense, aux applications. Alors, l'incroyable cerveau de cet Américain qui va tenter une langue. Vaughn Smith est capable de parler une vingtaine de langues et maîtrise les bases de 20 autres langues. Comment son cerveau fonctionne-t-il? Alors... Portrait dans le Washington Post, c'est une belle histoire, donc évidemment on a envie de la raconter.
de quadragénaires maîtrisent couramment 8 langues. Alors déjà, on réduit un peu. Anglais, espagnol, slovaque, russe, roumain, bulgare, tchèque et portugais. Donc déjà, ils maîtrisent couramment des langues qui sont dans la même famille quand même. Hein. Portugais, roumain, espagnol, quand même assez proches. Parce que roumain, c'est une langue latine. Alors bulgare, par contre, je sais plus trop. Tchèque, anglais, slovaque, je pense que c'est assez proche. Russe, bulgare, je sais pas. Il peut tenir des conversations dans 16 autres langues, comme le français, en italien, en hébreu ou encore en japonais. Et enfin, il maîtrise les bases de 17 langages et dialectes. Un talent qui repousse les limites humaines. Comment un seul cerveau peut-il retenir autant de langues différentes? La question intriguée des neuroscientifiques du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, les chercheurs ont étudié le cerveau de Von Smith grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMF. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Donc oui, en gros, je rappelle, il s'agit, donc je lis ce qui est écrit, hein. Il s'agit d'une technique d'imagerie cérébrale permettant de mesurer l'activité des aires du cerveau en suivant des changements du flux sanguin. Von Smith a été invité à réaliser différents exercices. Pendant 2 heures, il devait par exemple lister des mots anglais, regarder des carrés bleus de déplacer. Ok, écouter les langues qu'il connaît et d'autres qu'il ne connaît pas. J'ai rien compris. Pendant 2 heures, il devait par exemple lister des mots anglais, regarder des carrés bleus, déplacer, écouter des langues et des carrés bleus de déplacer. Regardez des carrés bleus de déplacer. Ok. En parallèle, le scanner enregistrait les images 3D de son cerveau. Ok. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les zones cérébrales sollicitées lorsque Von Smith utilise une langue sont plus petites et moins actives que celles du cerveau d'une personne monolingue. Ces résultats sont en adéquation avec d'autres analyses de cerveau de personnes polyglottes. Il semble que le cerveau du quadragénaire a besoin de moins d'oxygène dans les régions de son cerveau qui traitent le langage lorsqu'il emploie sa langue maternelle. Pour mieux comprendre le développement du cerveau des personnes polyglottes, voire hyper-polyglottes dans le cas de cet américain, l'hyper-polyglossie, je crois, c'est, ou polyglossie, je crois. Les neuroscientifiques auraient besoin de scanner les cerveaux de personnes apprenant des langues pendant leur croissance. Ces données pourraient ainsi intéresser les chercheurs travaillant. Ouais, en gros, quand il parle sa langue maternelle, son cerveau a besoin de moins d'énergie, c'est plus facile. Bah, sans doute qu'il ne fait pas des traductions. Ok. Et on va voir plutôt le petit truc. Voilà l'article de France Info. France Info. On est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il n'est pas interprète anonyme et modeste nettoyeur de tapis à Washington. Mais depuis qu'il est enfant, il est pris d'une passion pour l'apprentissage des langues. Et ça vaut toute une série de son... Oui, ok, d'accord. Au-dessus de 11 langues, les linguistes parlent d'hyperpolyglotte. Ah, ça c'est intéressant aussi. Je vais noter quand même la def. Hyperpolyglotte. C'est au-dessus de 11 langues. Donc il faut quand même y aller. Hein. C'est le cas de Von Smith, 46 ans, qui habite 24 langues et possède les bases de 41. Si, c'est ça. 24 plus 17. Donc voilà le vertige. Il est parfaitement bien. Donc ça, on a vu. C'est en rencontrant l'un de ses cousins belges francophones qui a décidé d'apprendre sa première langue étrangère. J'étais frustré de ne pas comprendre un mot de ce qu'il disait, de ne pas pouvoir engager la conversation avec lui. Je me suis dit, je veux ce pouvoir. À partir de là, il a pris un abonnement à la bibliothèque et s'est emparé de dictionnaires et livres de grammaire en français, puis portugais, allemand, etc. Le mec, s'il a pris des langues juste avec des dictionnaires, il faut quand même... Décrocheur à l'école et autodidacte sourd en langue. Rien n'est perdu. Mais la curiosité est dévorante. À l'école, il décroche et ne parviendra jamais à terminer le lycée. Adulte, il multiplie les petits boulots, livreur-videur, peintre en bâtiment et continue d'apprendre au fil des rencontres. Ça, je vous le dis. Ça, une histoire comme ça pour des journalistes, c'est américain en plus, c'est du pain béni, quoi. En travaillant dans un restaurant de sushi, par exemple, il apprend le japonais et ainsi de suite jusqu'à 41 langues aujourd'hui, sachant qu'il continue et compte étudier l'écossais. Ok, et son cas aurait pu rester anecdotique. Mais il n'a pas postulé pour un Guinness des records, mais son histoire est devenue l'une des plus lues sur le site du Washington Post. À quoi peut bien servir un nom pareil? Sous-entendu, n'aurait-il pas pu gagner de l'argent avec? Sauf que c'est hors sujet, répond Von Smith.
Pour lui, être polyglotte, c'est se connecter aux autres. Faire sourire cette touriste russe un peu perdue en lui demandant si elle a besoin d'aide, ou discuter avec ce groupe d'étudiants sourds en langue des signes. C'est rompre l'isolement, créer des ponts, tendre la main. C'est aussi ce qui fait le succès de l'histoire de Bond, son humilité, son humanité désintéressée, peut-être le plus utile de tous les deux. Bon, bref, ok. Ok. On ne peut peut-être pas en faire des caisses, ça ne nous apprend pas grand-chose, mais ça existe. Après, est-ce qu'il a été testé dans toutes les langues? Je ne sais pas, mais il est là. Alors, j'ai une vidéo aussi sur le fait de... est-ce que c'est encore utile? Elle est longue. Je pense qu'elle n'est pas très dynamique et je pense qu'on va passer à la pratique. Il est quoi? Il est 18h50. Je pense qu'on va passer à la pratique, le temps de faire le quiz et tout. On va être bien comme ça, on va être pépouze plutôt que de traîner. En gros, la question, je vais quand même afficher la vidéo. La question, c'était, avec les intelligences artificielles, avec les progrès du traitement automatique des langues, en anglais, je pense que c'est Automatic Language Processing. Je pense que c'est ça, non? L'acronyme. Automatic. Je regarde en même temps parce que... Processing, non? Ouais, si c'est ça. Ah non, c'était... Ah oui, c'est vrai. C'est Natural Language Processing. C'est la même chose que Neuro-Linguistic Programming, donc PNL en anglais, c'est NLP aussi. Mais c'est aussi Natural Language Processing, donc le traitement automatique des langues, TAL en français. Et donc comme ça a vachement progressé, il ne vous a pas échappé qu'on a du ChatGPT, qu'on a du Bard, etc. Et donc on a des intelligences générales et des IA génératives qui sont de plus en plus performantes, qu'on a des trucs de traduction simultanée, alors imparfaites, mais Google Trad, ça reste encore pas ouf, mais il y a d'autres trucs où c'est quand même mieux. La question c'est, est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre d'autres langues? Est-ce que c'est encore intéressant de se dire, alors peut-être encore aujourd'hui parce que c'est pas parfait, mais est-ce que dans 10 ans, avec un smartphone, une oreillette, machin, ça sera pas plus facile juste d'avoir les sous-titres? C'est la grande promesse aussi des fois des lunettes connectées, c'est d'avoir les sous-titres quand quelqu'un parle. C'est pas impeccable, mais ça va quand même se rapprocher de plus en plus de ça. C'est un des trucs les plus compliqués, hein, mais bon, voilà. On se dit, est-ce que c'est encore pertinent de parler X langue? Voilà, et là, dans la vidéo, ils répondent un peu au truc. C'est une question qu'on peut se poser. Après, avec tous les avantages que ça a, en termes d'expérience, en termes de santé cérébrale, en termes d'ouverture au monde, en termes d'opportunités professionnelles, etc., et même personnelles, en fait, on peut se dire que quand même, ça vaut le coup encore, quoi. Mais c'est une question... très honnêtement, je pense que certaines personnes, bien sûr, vont se poser, mais que peut-être certains systèmes éducatifs aussi vont se poser. Hein. À un moment donné, ils vont dire, bon, ok, est-ce que... Moi, je vois très bien le truc, genre, est-ce que apprendre une troisième langue, pardon, c'est intéressant? Est-ce qu'on peut pas juste apprendre l'anglais, et puis le reste, on s'en fout, tu vois? Donc c'est une question qui, à mon avis, va se poser. Après, on a vu tous les avantages, donc moi, je pense que ça reste intéressant. Hein. Puis, en termes de flexibilité mentale, ça a plein d'intérêts. Donc... Voilà, mais on peut se poser la question. Alors, maintenant, regardons d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer où on en est, On en est là. On en est très exactement ici, sur cette map, qui est un petit peu bordélique, je vous l'avoue. On va peut-être la réorganiser un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a le bilinguisme. Qu'est-ce que c'est que le bilinguisme? Alors, moi, je mettrais bien ça comme ça. Donc alors attendez, on va faire un truc. Je vais déplacer les trucs, parce que là on va pas s'en sortir. Donc ça c'est ma petite mind map que j'ai faite là avec toutes les vidéos, tout ce qu'on vient de voir. Donc on a le multilinguisme, ok. Le multilinguisme, ça a des avantages, ça c'est à peu près bien foutu, tac. Ça a des avantages au niveau du cerveau. Donc ça, je vais dire... effet sur le cerveau. Ça, on n'est pas trop mal. Ensuite, on a le cas du bilinguisme. Hop. Et ça, on va la mettre
on va la mettre autrement, cette flèche-là, on va la foutre comme ça. Je me permets hein, de faire... Comme ça, vous voyez un petit peu le travail de mindmap aussi. Alors après, j'aimerais bien vous les rendre disponibles. Il faut absolument que je regarde, il y a un truc qui s'appelle Quartz. Il faut passer par GitHub et tout, mais pour publier automatiquement ce que j'aurais fait comme mindmap pour chaque truc, chaque InfoQuest qu'on va faire, franchement, ça serait cool. Et donc... j'aimerais bien qu'on fasse ça. Alors, c'est quoi les avantages? C'est tout ça, bim bam boum. Et puis comme ça, vous aurez accès à ça. Quand on est bilingue, on a l'alternance codique, c'est plus... Merde. Attendez. Hop, l'alternance codique, c'est plus lié en fait... Hop là, pardon. C'est plus lié directement au bilinguisme. On a ça, tac. Et ça, je vais le mettre ici. Je maîtrise toujours pas parfaitement le truc, hein, mais ça va venir. Tac, alors, hop, comme ça. Comme ça, on a le truc du bilinguisme qui est ready. Donc ça serait le bilinguisme. Et on va mettre une petite couleur, on va se mettre un petit bleu là, un petit bleu pour le bilinguisme, tac, un petit turquoise. Parler plusieurs langues, c'est quoi le mécanisme? On a processus. Donc parler une langue, c'est quoi? En quoi ça consiste? En quoi ça consiste? C'est un processus avec partie active, tac, tac, et une partie passive. Et donc la partie passive... Attends, moi je vais te faire ça bien là, tu vas voir. Tac. Donc production. On a donc la partie active, c'est parler et écrire. Et puis on a la partie passive qui est tac, écouter et lire. Tac, pardon. Donc ça, c'est ce qu'on a, dans le process, quoi. Ok. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre un peu forme, tout ça. Hein. C'est pas mal. Et comment est-ce qu'on fait pour apprendre les langues? Ça, c'est les avantages aussi. En quoi ça consiste? On a des processus. Les effets sur le cerveau, je vais peut-être changer un peu ça de place, on va faire ça comme ça. Boum, hop, ok. Parler de langue, boum. En quoi ça consiste? Boum, ok. Ça, c'est des avantages aussi. Hein. Je vais faire les bénéfices, quoi. Ajouter une carte. Bénéfices. Et donc là, ça apporte quoi? Qu'est-ce que ça apporte, quoi? Ça apporte quoi? Let's go. Donc ça apporte quoi? D'apprendre et en gros, après, c'est comment on fait. Là, c'est hop. Et ça, on va le voir avec justement les vidéos là. Comment devenir multilingue. Let's go. Donc ça apporte quoi? On a une plus grande variété des expériences possibles. Plus on parle de langue, plus l'apprentissage des langues est facile. Ouais, alors ça c'est pas trop, ça c'est plutôt là-dedans que ça va. Ah, en quoi ça consiste? On a processus et... Merde.
Ça, c'est important. On est souvent meilleur en compréhension qu'en production. Et là, on est plus dans la définition, en fait. Là, il y a un autre truc. Il va falloir que je fasse autrement. Comprendre et être compris au quotidien, c'est le plus important. En fait, là, on a des bénéfices aussi ici. Hein. Je vais switcher ça, mais... parce qu'en fait, on a... Les bénéfices, ils sont aussi là. Hein. Eh ben ouais. Attendez, vous allez voir, on va faire ça très très bien. Hop là, ok, ça c'est pas mal. Ça commence à prendre forme. Et donc, plutôt que de dire processus, en quoi ça consiste, je vais dire définition. Voilà, et là du coup on a comprendre et parler, bilinguisme passif, et ça, comprendre et être compris, c'est le plus important pour parler de polyglossie, je ne sais pas. Donc là, on est dans la def, la définition, on va mettre ça en vert, non peut-être pas en vert, on va mettre ça en jaune. Les bénéfices, pour moi, c'est en vert. Hop. Et puis, apprendre les langues, on va voir ça tout de suite et on mettra ça en gris après. Ok. Et on est pas mal. Vous voyez, avec quelques vidéos, quelques trucs, on commence à prendre des notes et tout, ça prend forme. Je suis assez content parce que l'idée, c'est ça, vraiment, de ce format, c'est de se dire, ok, je prends des notes en même temps, on fait une mind map, comme ça, on retient les infos et après, je vais faire le quiz. Et on pourra déjà... faire des questions tout à l'heure, mais je reste sur le truc. Alors, je vois qu'il y a eu plein de follow. Alors, vu les trucs, j'ai l'impression que c'est un peu des bots, mais bon, plein de follow. Bah, merci pour les follow hein, que je n'ai pas vu passer. Encore une fois, je vois pas les. Il faut vraiment que je vérifie ce truc des alertes. Pourtant j'avais vu la dernière fois, mais je crois que elles sont pas présentes partout et j'ai l'impression que ça s'affiche pas toujours. Bref. Ah, attendez. Ah, mais je sais pourquoi ça s'affiche pas. Elles devraient être au-dessus et elles sont pas au-dessus de tout en fait. Donc je les vois pas. Je les vois pas malheureusement. Voilà. Sur cette scène-là, c'est pas au-dessus. Et je vais le mettre aussi sur l'autre. Eh bah ouais, je me suis fait un peu avoir. Je vais les remettre par-dessus. Bon, désolé, j'ai pas vu les alertes. Là, normalement, c'est bon. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on a une première mind map. Et pardon, du coup, je suis plus du tout sur la bonne carte, la bonne scène, pardon. Voilà. On a la mind map. Ok. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est comment est-ce qu'on apprend. Parce qu'on a vu qu'il y avait plein d'avantages à être bilingue, plurilingue, tout ce que vous voulez. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est ok, mais on fait comment ? Comment est-ce qu'on apprend ? On met la zik en pause et on est reparti. Pour une petite série de vidéos sur comment est-ce qu'on apprend. Et là, je pense que ça va être intéressant. Enfin, c'était déjà intéressant, bien sûr, mais j'ai changé de scène surtout. Là, ça va être intéressant parce qu'on va